Donc des chiffres alarmants, vous avez vu, des conséquences incroyables, une méconnaissance de la part de beaucoup de professionnels, puisque nous ne faisons que 5% des signalements et informations préoccupantes, une prise en charge judiciaire contaminée par des idéologies que vous connaissez tous, et vraiment une grande difficulté à trouver des psychiatres, des psychologues qui font la prise en charge des enfants victimes d'inceste et des victimes en général. Alors comment faire pour arranger les choses? Alors évidemment, vous pensez bien que ce ne sont que des pistes et que voilà, bon, et qu'il y en a certainement d'autres. Bon alors, je ne comprends pas, voilà, comme ça. Bon. Alors, juste avant la fin du gouvernement, merveilleusement, il y a eu un plan ministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants. Il était temps, puisque dans un mois et demi, il n'y a plus rien. Donc Madame Rossignol s'est réveillée là, brusquement, avec 4 axes qui sont très intéressants. Améliorer la connaissance, bon bien sûr. Axe 2, sensibiliser et prévenir. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais vous êtes tous sensibilisés, parce que hélas, je sais que vous êtes tous des professionnels. L'axe 3, c'est former pour mieux repérer. Et l'axe 4, c'est accompagner les enfants victimes de violences. Vous remarquerez qu'il n'est pas question de soins. Alors, voilà ce fameux plan de mobilisation, je l'ai lu, vous l'avez peut-être lu, on ne va pas y revenir. C'est des choses très intéressantes. Est-ce que ça aura lieu? Est-ce que ça se fera? Voilà. Renforcer la prise en compte des victimes d'inceste, oui. Bon. Alors, une chose qui est très importante, et on l'a vu ce matin, c'est qu'en France, il n'y a jamais eu de chiffres officiels. Les seuls chiffres que nous avons, c'est les chiffres de l'AIVI. 2 millions de victimes de l'inceste dans la première étude, là c'était la Sofres, je ne sais plus en quelle année, mais Isabelle n'est pas encore là, elle mange. Et dans la deuxième étude, c'est 4 millions de victimes de l'inceste. Alors vous voyez, la deuxième étude par rapport à la première, la différence, c'est que ce n'était pas une enquête par téléphone, mais une enquête par Internet. Ça veut dire que la honte est très importante, et quand on peut répondre de façon anonyme, 2 fois plus de personnes reconnaissent que c'est... Reconnaissent, oui, parce que j'allais dire avouer, ça aurait été horrible, reconnaissent qu'ils ont été victimes d'inceste. Bien. Donc virage, on l'a vu. Et donc le plan interministériel, il dit qu'il est temps que le CNRS fasse une revue des recherches qui ont été faites sur ce plan. Les recherches sont innombrables. Le pauvre Michel Rousset, tout à l'heure, il vous a montré combien il avait travaillé pour trouver des recherches concernant l'épigénétique. Il aurait pu passer 4 mois, 5 mois. Alors, pensez, hein, il y a du boulot sur les... Il y a du boulot, mais jamais en France. En France, il n'y a pas d'études. Il faut le savoir. Sensibiliser l'opinion. Eh bien, jusqu'à présent, la plupart des campagnes ont été faites par les associations, très peu par l'État. Oui, ça arrive qu'on ait un petit spot à la télévision. Le collectif féministe contre le viol a fait des spots très intéressants pour dénoncer le viol, l'inceste, etc. Il y a un soutien de l'État, mais je pense, Manu est là, Manuel Piat, elle est là. Je pense que l'initiative, ça vient de vous, ça ne vient pas tellement... C'est total gratuit pour l'État, oui. Ouais, voilà, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Pour l'État, c'est gratuit. Au bout d'accord, on vous soutient un petit peu, mais il faut se débrouiller par nos propres moyens. Beaucoup de professionnels, de psychiatres, mes collègues de psychologues, combattent les campagnes. Parce que les campagnes que l'on fait, elles sont combattues par ceux, par exemple, qui ont écrit, par celui qui, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle « Le piège du soupçon de l'inceste », selon lequel, si nous soupçonnons l'inceste, que nous faisons un signalement, et qu'il n'y a pas d'inceste, les conséquences vont être aussi graves que s'il y avait eu l'inceste. C'est complètement stupide. Et déjà, on fait 5% des signalements, là, avec des théories comme ça, on ne s'arrange pas. Le fameux syndrome d'aliénation parentale, bon. Alors là aussi, le plan interministériel, il dit qu'on va lancer des campagnes, un numéro vert, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Espérons que ce sera vrai. Hélas, je vous l'ai dit, hein, ce plan interministériel, il arrive 1 mois et demi avant le départ du gouvernement, hein, parce qu'on ne voit pas très bien. Je ne pense pas que Mme Rossignol sera toujours ministre dans 3 mois. Bon. Former les professionnels et les experts. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un disait « mais c'est épouvantable, un expert a dit que... » Mais bien sûr, bien sûr.
Alors, nous avons, nous, avec Descartes, un diplôme depuis 1993, c'est quand même, on a été super pionniers. Hein. Il y a d'autres DU. Il y a un DU, par exemple, à Lausée. Eric Gozlan, qui est ici, qui sera tout à l'heure à la table ronde, organise un DU de protection de l'enfance. Très bien. Et puis, je crois que le DU que Jean-Marc, que vous avez entendu tout à l'heure, et que Maurice Berger vont mettre en place à Paris 5, je crois que c'est une révolution. Parce qu'il est évident que moi, je ne suis pas capable d'expertiser un jeune enfant. Parce que je n'ai pas une pratique régulière auprès des jeunes enfants. Et qu'on ne peut pas expertiser en France qui expertise et qui parle de la parole de l'enfant, etc., des sexologues et des psychiatres d'adultes. On croit rêver. On croit rêver. Alors, dans les progrès, eh bien, grâce à la MIPROF, vous savez, la mission interministérielle, etc., de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la traite des êtres humains, on a pu s'occuper un peu des enfants, mais par raccro, puisque c'était le ministère du droit des femmes. Il n'y a pas un ministère du droit des enfants, ça n'existe pas. Pardon ? C'est le même, monsieur. Il est des femmes, il n'est pas des enfants, chère madame. Oui, les familles, il n'y a pas les enfants. Ah ben écoutez, moi je fais partie de la MIPROF, on a eu du mal, hein, Manu, on a eu du mal, et on a dit on va s'en occuper en parlant des enfants qui vivent dans des couples violents. Parce que la ministre, quand c'était Madame Vallaud-Belkacem en tout cas, c'était la victime du droit des femmes. Elle le regrettait, mais c'était quand même du droit des femmes. Voilà. Alors nous autres, les médecins, nous avons une nouvelle obligation, c'est une obligation de se former. On appelle ça développement personnel continu. Je fais partie du Conseil national professionnel de médecine légale, dont le président est Christian Hervé, dont je suis le vice-président, et nous avons choisi comme thème prioritaire, il vous l'a dit ce matin, les maltraitances. Il n'empêche que moi, je fais des DPC sur les violences envers les enfants, envers les femmes. Je vous assure que ça n'intéresse pas beaucoup mes collègues. Ils préfèrent le mindfulness, l'hypnose, je ne sais pas quoi, etc. Mais les maltraitances, ça les intéresse assez peu. Alors le MOOC. Ah, le MOOC, ça c'est un vrai succès. Alors je vais demander au professeur Philippe, qui est quand même... Non. On a 2100 personnes, 2700 inscrits au MOOC. Alors, ceux qui ne sont pas inscrits au MOOC ici, ça ne va pas du tout. Alors, viens. Je laisse la parole au concepteur. Donc, en deux mots, les MOOC sont des enseignements en ligne libres et gratuits, c'est-à-dire massifs. Donc le volume d'enseignement, online, en ligne, open course, donc oui, un accès gratuit. Donc ces enseignements qui sont faits pendant, en général, il y a à peu près 20 à 30 cours. C'est des cours qui durent 15 minutes, donc que ce soit lisible sur ordinateur, mais aussi sur votre smartphone, là vous avez des smartphones, donc tous les cours, vous pouvez les écouter. Écoutez Gérard Lopez, écoutez Emmanuel Pierre, et ainsi de suite. Écoutez Jean-Marc Benkemoun sur la maltraitance infantile. Donc il y a eu pendant 5 semaines des cours sur maltraitance infantile. Et donc ce qui était intéressant, ce sont les cours et aussi les échanges. Le forum, j'ai jamais vu un forum dans un MOOC aussi riche. Donc cet enseignement qui a duré pendant 5 semaines, qui se termine cette semaine, vous pourrez y participer, le suivre pendant encore 3-4 mois. On laisse en général au total 2 mois pour les cours, puis 3-4 mois après, de telle sorte qu'on puisse renouveler après l'enseignement. Donc voilà, c'est accessible. Il va t'inscrire tout de suite. Vous tapez MOOC maltraitance infantile, vous tombez sur Gérard Lopez et son équipe, et Jean-Marc Benkemoun et Apolline Morville, qui étaient les 3 porteurs. Moi, j'étais le technicien. Sans technicien, on ne peut rien faire. Hein. C'est lui qui a eu l'idée quand même du MOOC. Hein. Bon. Et alors, c'est quand même un gag, parce qu'il a eu l'idée de faire le MOOC sur la maltraitance lors de notre dernier colloque. Et donc, rappelez-vous, il y avait des gens qui nous filmaient, comme aujourd'hui, et beaucoup d'interviews ont été faites lors du dernier colloque, notamment celui d'Isabelle Aubry, ici présente.
Et la journée qui était filmée sera à la fin du MOOC, d'ailleurs, vous pourrez le reconsulter. Donc là, tout ce qui est filmé aujourd'hui par l'équipe du MOOC sera à la fin du MOOC, vous pourrez nous réentendre. Alors il y a des gens qui s'inquiétaient parce qu'il y a des gens qui sont venus filmer, et donc par exemple Michel Rousset, je me suis renseigné, c'est pour un documentaire, pour l'IV je pense, non c'est ça? Il y a un documentaire, donc on vous demandera votre avis, avant que ça soit diffusé, on vous demandera votre avis. Bien. Je peux rajouter quelque chose là? Mais bien sûr. Je signale qu'il y a un DU de maltraitance à Paris-Sud. Absolument. Dont je fais partie, donc. Tu parles de tous les DU de... Attends, je sais pas comment ça marche. Je disais qu'il y a un DU spécifique de maltraitance infantile à Paris-Sud, dans laquelle j'interviens. Voilà, il existe depuis cette année. Et c'est un DU pédiatrique, donc c'est très important parce que les pédiatres sont comme les pédopsychiatres, et souvent ils ne connaissent pas grand-chose à la maltraitance entre nous. Donc c'est très très important. Alors je ne l'ai pas marqué, je ne sais pas pourquoi, mais parce que je ne le connaissais pas vraiment. Voilà. Alors, le DPC, c'est fondamental le DPC, le développement personnel continu. Maintenant, chaque professionnel de santé doit s'engager sur une période de 3 ans, à faire de la formation continue, 6 demi-journées présentielles, évaluation des pratiques, gestion des risques, etc. Et je vous l'ai dit, la maltraitance devient un thème prioritaire pour toute la France. Donc, on espère que ça incitera les médecins à venir se former. Voilà. Donc, voilà, c'est peut-être une chose quand même qui est intéressante. Le MOOC, on l'a vu, donc inscrivez-vous, c'est simple. Pierre Lassus, vous vous rendez compte? Pierre Lassus qui me dit comment on s'inscrit, je vais essayer, je rêve. Donc vous faites MOOC maltraitance, il y a marqué inscrivez-vous, vous mettez votre email et puis votre nom ou un nom, je ne sais pas quoi, si vous ne voulez pas être reconnu, et puis c'est fini, vous êtes inscrit. Bon. Alors, parmi les avancées, eh bien, Christian Hervé vous l'a dit, mais c'est vrai que grâce à nos colloques, là, qui associent des associations, tout à l'heure il y aura une table ronde et c'est fondamental, on a fait tout un tas de propositions, et une des plus grandes propositions, c'était contre la loi du 5 mars 2007, qui, rappelez-vous, était faite pour protéger, pour aider les parents qui auraient des difficultés éducatives, et le cas échéant, protéger les enfants, on rêve. Donc, grâce à... Il n'y a pas que nous, mais eh bien, grâce à tout ça, maintenant, on a mis en avant une loi qui est pour protéger les enfants et éventuellement aider les parents s'ils sont suffisamment bien traitants. Parce que le familialisme, c'est plus possible. Il y a des parents qui font peut-être des erreurs éducatives. Il y a des parents qui sont franchement incapables d'élever des enfants, qui maltraiteront toujours les enfants. Et cette idéologie lien, cette idéologie familialiste fait qu'on les... Bon, vous connaissez ça comme moi. Alors, une merveille des merveilles, toujours grâce à la MIPROF, je pense, c'est le 5e pan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Et dans l'action 58, eh bien, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé ont écrit, une fois pour toutes, qu'il était plus possible de parler de syndrome d'aliénation parentale. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, des parents instrumentalisent, manipulent des enfants. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ce sont des expertises extrêmement difficiles. C'est bien pour ça qu'on fait un DU. Et quand vous avez dans votre tête le syndrome d'aliénation parentale, vous arrivez à des catastrophes. Il y a eu une enquête qui a été faite pour le ministère de la Justice américain, ça s'appelle le rapport Silberg, vous pouvez le trouver sur Internet, où on a vu que ça créait des problèmes aussi atroces aux États-Unis et partout, où ce syndrome a été utilisé de façon abusive. Je connais un psychiatre français, expert, qui dans la revue Expert disait que dans 90% des divorces conflictuels, on était confronté à de fausses allégations. Je ne sais pas où il a vu ça.
Non, c'est pas Bensoussan. C'est un autre. Ouais. Pardon? Il y a aussi un président du tribunal pour enfants parisien qui disait ça. Ben oui, bien sûr. Mais donc, grâce à ce cinquième point, parce que vous savez, on a parlé tout à l'heure de la nomenclature psychiatrique américaine, de DSM, la CIM-10, tout ça. Quand un syndrome est reconnu, c'est qu'il y a des recherches, beaucoup de recherches qui le valident, mais là, il n'y a aucune recherche. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est vraiment des opinions d'experts, et pas n'importe quels experts. Alors j'ai entendu parler de Bensoussan, là, je ne sais pas qui a parlé de ça. Eh bien Bensoussan, c'est un très grand pédopsychiatre qui n'a jamais vu un enfant parce qu'il est sexologue. Par exemple, et c'est lui qui fait autorité pour parler des enfants. C'est quand même tout à fait surprenant. Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Une bonne nouvelle aussi, c'est que grâce aussi à nos séminaires de criminologie d'ailleurs, hein, eh bien, nous avons invité Mireille Cyr, qui est une Canadienne, qui est dans le MOOC d'ailleurs. Hein. Mireille Cyr fait un très très bon topo dans le MOOC. C'est le dernier, je crois, hein, le dernier jour. Bon, eh bien, écoutez, recueillir la parole de l'enfant, c'est une technique qui sera enseignée certes au DU de Benkemoun, Berger, etc. Mais maintenant, ça a été adopté par le ministère de l'Intérieur. Et ça va devenir la façon d'interroger les enfants quand il y a une allégation de violence sexuelle ou de maltraitance. C'est un très très grand succès. Eh bien, vous ne me croirez pas, mais un grand adepte du syndrome d'aliénation parentale, le docteur Egvive, écrit dans un livre dirigé par Coutenceau qu'il se méfie de cette méthode. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas encore gagné. Alors il y a une chose aussi que je voudrais vous signaler à vous. C'est une avancée, ça pourrait être une avancée, mais ce n'est pas ce qui se passe encore actuellement. Il y a des associations ici. Hein. Il y a peut-être des gens qui sont pris dans ce syndrome d'aliénation parentale et dans ces expertises très très compliquées qui sont faites, vous a dit Jean-Marc Benkemoun, une demi-heure, une heure, etc., sans même écouter les enfants parfois. Eh bien, ces expertises familiales sont des expertises civiles. Et les expertises civiles sont contradictoires. Retenez bien ça. Ça veut dire que si vous êtes une association et que vous avez quelqu'un qui est venu vous voir, que vous soutenez, et que vous apprenez que l'expert nommé est quelqu'un qui est un petit peu trop syndrome d'aliénation parentale, etc., on les connaît assez bien, vous les connaissez tous, vous devez faire accompagner cet enfant par un psychiatre indépendant qui va participer à l'expertise, parce que les expertises sont contradictoires. Il ne pourra pas s'y opposer, l'expert. Et s'il s'y oppose, eh bien, il n'y aura pas d'expertise parce qu'elle ne sera pas contradictoire. C'est un grand message, c'est peut-être mon plus grand message d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, Manu? Qui c'est qui paye l'expert contradictoire? Eh bien, moi, j'ai proposé d'aller là-bas à Béziers gratuitement. C'est-à-dire que je suis retraité. Mais moi, je connais bien quelques psychiatres qui seront d'accord pour le faire pour pas grand-chose. Parce que c'est plus possible. Parce qu'on a beau avoir l'action 58, là, c'est pas pour ça qu'on va s'en tirer si facilement. Pourquoi on va pas... Ah oui, alors, autre chose. Alors, nos agresseurs sexuels. Nos agresseurs sexuels, figurez-vous, il y a aussi des méthodes pour repérer les dangereux, ceux qui sont le plus à même de récidiver. Or, comme vous savez, il y a des degrés de dangerosité différents selon les individus. Les individus ne sont pas tous également dangereux. Il y en a qui sont statistiquement plus dangereux que d'autres. Et nous avons 4 générations d'outils pour apprécier la dangerosité. Alors pourquoi les anglo-saxons, notamment les Canada, c'est ce qu'on nous a expliqué récemment au séminaire là, du diplôme de victimologie, pourquoi on utilise ces outils? D'abord pour repérer les plus dangereux, bien sûr, et deuxièmement, parce qu'on manque beaucoup de psychiatres, de psychologues en prison. On manque beaucoup de gens formés. Et donc, si on repère statistiquement les plus dangereux, on va pouvoir mettre le paquet sur eux plutôt que de s'occuper de tout le monde. Ça n'a rien à voir avec l'inceste, mais c'est pareil pour les djihadistes, ceux qui sont les fichiers S.
Il y a des fichiers S qui, si on les étudie avec des outils validés par la recherche, sont franchement plus dangereux que d'autres. Pas parce que vous avez une barbe que vous êtes dangereux, au contraire. Parce que vous avez la barbe et le Coran et tout ça, vous êtes peut-être pas dangereux du tout parce que vous respectez Dieu, je sais pas quoi, enfin, n'importe quoi. Hein. Donc il y a des outils pour évaluer la dangerosité. Eh bien, on va faire en sorte de les étudier. Dès l'année prochaine, il y aura des DPC sur ce sujet qui seront organisés le premier à la Martinique, puisque le docteur GL va créer un diplôme de psychiatrie légale. Tout venant, nous, ça sera que les enfants. Il y a une des très grandes résistances en France pour utiliser ces outils. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une culture, nous avons 30 ans de retard et que nous sommes toujours englués dans la psychanalyse, le sujet unique, les statistiques, les assurances, etc. Vous voyez, encore de grands progrès à faire pour évaluer la dangerosité. Alors on va essayer de s'y coller, hein, voilà. Parce qu'il faut s'occuper aussi des auteurs. Hein. Alors, nous allons voir tout à l'heure, il y a des ajustements législatifs, une politique criminelle qui est à revoir. Alors le plan interministériel, il veut faire une étude sur la prescription avec, vous savez, Mme Flavie Flament. Mais il y a aussi de graves problèmes, et on va y revenir, je ne vais pas insister, puisqu'on va parler de correctionnalisation et on va parler des délais de prescription. On va en parler pendant les deux interventions qui me suivent. Voilà. Et tout à fait des problèmes très compliqués, très idéologiques, pour savoir s'il faut être tout répressif, tolérance zéro, tout ça, on entend ça pendant la campagne électorale, et d'autres qui seraient plutôt vers la réhabilitation. J'entendais, tu disais tout à l'heure, Eric, hein, tu parlais de réhabilitation plutôt que de punition. Si, je t'ai entendu, je me trompe peut-être. Bon, bref, c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet qui est étudié scientifiquement. Donc il faut arrêter avec l'idéologie, il faudrait s'appuyer sur les recherches. Langue de Pau, en France, on fait assez peu de recherches sur ces sujets. Les soins. Alors là, les soins, c'est le parent pauvre. Trouver un pédopsychologue, un pédopsychiatre spécialisé dans la prise en charge psychologique des enfants, il y a des associations performantes, etc. Mais trouver des gens bien formés pour prendre en charge les enfants, c'est absolument compliqué. En plus de ça, il y a un problème en France énorme, c'est que la santé, c'est l'État, et que l'assistance éducative, c'est les départements. Or, les départements dépensent 30 à 40% de leur budget dans la protection de l'enfance, avec des résultats, bon, je vous laisse apprécier. Et donc, quand on se tourne, nous, par exemple, vers la mairie de Paris, etc., on dit, nous, c'est pas l'État, allez voir les ARS, et les ARS disent, ben non, écoutez, ça c'est plutôt du médico-social, allez voir à la mairie, on s'en sort pas. Donc, il y a ce problème absolument considérable. Alors, faut-il créer des centres spécialisés dans les soins? Bon, moi, je le pense. Je pense que si tout le monde savait correctement prendre les enfants, ce ne serait pas une obligation, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et le grave problème, c'est la rémunération des psychologues, parce que les psychologues sont certainement mieux formés que les psychiatres, sauf que, ben, comme vous le savez, les soins aux psychologues coûtent cher. Alors, on lutte, et Dieu sait si Mme Vallaud-Belkacem, elle a lutté pour essayer de faire rembourser les soins dispensés par des psychologues dans le cadre des violences familiales. Elle n'y est pas arrivée. Elle n'y est pas arrivée parce que comment elle a fait? Eh bien, elle a demandé à un grand psychiatre qui s'appelle Dr Pelou, à une médecin légiste que je connais bien, et à une directrice de l'ARS de faire un rapport sur les soins psychologiques. Vous voyez, un réanimateur et une médecin légiste. Alors ils ont vraiment dit que c'est vrai que les soins n'étaient pas terribles pour les psychotraumatisés, donc il fallait orienter les personnes vers les CMP. Vous savez, les CMP, c'est les dispensaires psychiatriques, sauf que les victimes considèrent qu'ils ne sont pas folles et qu'ils ne veulent pas être soignés avec les schizophrènes et les bipolaires, etc. Donc vous voyez les problèmes, c'est compliqué. Développer la recherche est une évidence. Hein. La dernière conférence de consensus, on n'a même pas osé parler de viol, de violence sexuelle. On a parlé de maltraitance sexuelle. Elle date de 2003. Alors bon, oui, il faut développer la recherche. Et la recherche n'est pas développée en France pour une très bonne raison. C'est que si vous êtes un jeune psychologue qui veut devenir professeur ou un jeune psychiatre qui veut faire une carrière universitaire,
Si vous faites des études scientifiques sur la maltraitance, ça ne rapporte pas de points. Ça n'a pas un impact facteur suffisant. Et comme vous le savez, en France, on n'a pas une revue consacrée à la maltraitance. Comme il y a 10 revues scientifiques importantes aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, etc. Nous, il n'y a pas. D'ailleurs, la maltraitance, vous le savez bien, n'existe pas, il n'y a pas de recherche. Bon. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, je vais faire comme Michel Rousset, je vais vous conseiller un excellent livre, là. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, là, mais dans les choses un peu curieuses, est-ce que j'étais trop vite? Ben non, je ne l'ai pas mis, c'est bizarre. Mais vous voyez, le syndrome d'aliénation parentale, c'est quand même un grave problème. Hein, ceux qui sont confrontés à ces histoires-là. Hein, eh bien, donc, ça n'existe plus, les ministères ont dit ça n'existe plus. Eh bien, il y a un livre qui vient de sortir. Un livre qui vient de sortir qui s'appelle « La vérité sort-elle vraiment de la bouche des enfants ?» Alors, si la vérité ne sort pas de la bouche des enfants, c'est qu'elle sort de la bouche des experts. N'est-ce pas? Et le docteur Coutenceau a écrit un super article, le dernier chapitre, qui s'appelle « Déconstruire le syndrome d'aliénation parentale pour le reconnaître autrement ». Et dans la revue, l'encyclopédie médico-chirurgicale, le docteur Bensoussan va présenter un article qui s'appelle « Ah, ça n'a pas été reconnu dans le DSM, mais dans le fond, ça a quand même été reconnu ». Alors, nous sommes quelques-uns à avoir écrit à l'OMC pour dire « Stop, ce syndrome n'existe pas ». Mais vous voyez que malgré ce que peut dire le ministère, etc., l'idéologie de ce syndrome d'aliénation parentale, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors rappelez-vous, faites accompagner les enfants, les familles, par des psychiatres qui obligent l'expert à faire un bon boulot. Or, un bon boulot en Suisse, c'est 60 heures. Vous l'avez entendu comme moi, 60 heures. Voilà, je vous remercie.